Voilà, vous le voyez à l'image, effectivement, et vous le voyez au-dessus de vous. Pour ceux qui sont ici sur les 24 heures motonautiques de Rouen pour cette 55e édition, la météo s'est considérablement radoucie, ou presque en tout cas. La pluie a quasiment disparu. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Alexis Boissonnet. Bonjour Alexis. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et vous? Bon, c'est parfait. Si tout va bien, pour vous, ça le fait aussi pour nous. Un petit point course avec toujours le leader. C'est le team Nolé New Star, voilà, qui sont leaders actuellement des 24 heures motonautiques quasiment depuis le début. On voit voilà, tout doucement la lumière s'estompe. Et non, ça c'est le deuxième bateau. Donc Nolé, c'était ça c'est l'équipage russe qui fait partie aussi de ceux qui sont susceptibles de pouvoir bien finir sur le podium. Et ça grimpe, ça grimpe. Alors avec mon invité Alexis Boissonnet qui est responsable du département marketing du Maverick Racing. Alors, tout d'abord on va expliquer ce que c'est que le Maverick Racing. Eh bien, Maverick Racing, c'est on va dire la seule écurie 100% française qui court le championnat du monde de Formule 1 motonautique, F1 H2O, qui est basé à Mâcon, sous la direction de Cédric Deguine et Jean-Vital Deguine, que les habitués a priori connaissent relativement bien. Oui, à eux deux, ils ont quelques victoires dans leur palmarès. Oui, à peu près 60 années d'expérience cumulée, donc si on rajoute en plus celle d'Axel Deguine, ça commence à faire pas mal. Donc c'est une école, c'est ça? Alors, Maverick Racing, c'est on va dire le team. Et au sein du team, on a développé ce qu'on appelle la Maverick Academy, pour faire relativement simple, qui est en fait un organisme de formation ou une pépinière de jeunes talents pour en fait initier des jeunes de 18 à 25 ans on va dire au métier du motonautisme, ou en tout cas à créer des vocations de futurs pilotes pour assurer la relève dans tout ce qui peut être sport motonautique. Idéalement sur tout ce qui est, on va dire, inshore, mais pourquoi pas après sur du jet ou autre. Donc là c'est quoi? On est sur des pilotes, on est sur des mécaniciens, il y a un peu de tout? Plutôt pilote, mais rien n'est exclu, puisque éventuellement ça peut aussi générer des vocations de mécaniciens, de tout ce qui peut être résine, fibre de carbone, électronique, ou après même d'autres périphériques, mais toujours dans on va dire le milieu de la compétition motonautique. Donc ces jeunes de 18 à 25 ans, ils sont quoi? Ils sont passionnés, ils ont un métier, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. En tout cas, ils sont étudiants? Ils sont étudiants, ils sont dans on va dire dans la vie active éventuellement. Surtout, ils ont éventuellement la fibre... la passion. Oui, ou ça peut même faire naître des passions, mais en tout cas, un peu la fibre compétition, et puis l'envie d'essayer la compétition motonautique, puisqu'ils ne connaissent pas forcément le bateau, puisque il peut être qu'il n'ait même pas le permis bateau, ou qu'il n'ait jamais touché au bateau, mais le fait de dire tiens, j'aimerais bien essayer, ça peut donc ça peut faire naître des passions, et c'est un peu le but. Donc ce sont des jeunes, on fait au fur et à mesure, donc qui débutent comme ça, mais qui sont intéressés, qui ont vu des courses de bateaux, qui ont vu des choses et des trophées un peu partout. Tout à fait. Et puis ensuite, qui se disent j'aimerais bien, comme d'autres s'inscrivent dans un club de foot ou un club de sport, c'est ça? Et puis éventuellement, dire comment on peut devenir pilote, parce que effectivement c'est un milieu un peu fermé. La plupart des jeunes pilotes en général sont tombés dedans quand ils étaient petits, parce que les parents, les proches étaient dans ce milieu. Là en fait on essaye d'ouvrir pratiquement la chose finalement à tous les jeunes qui voudraient et qui ne connaissent pas et qui voudraient s'essayer au sport motonautique. Et c'est une école gratuite? C'est une école payante? C'est comment ça fonctionne? C'est gratuit. On essaye de faire financer ça par les mairies, des organismes, des partenaires, des sponsors, pour pouvoir amener ces jeunes à courir. Comme là, cette année, on a deux jeunes qui font les premiers 24 heures de Rouen. Donc, pour une première saison, c'est quand même pas mal, quoi. C'est plutôt sympa. C'est un peu comme si on leur faisait faire les 24 heures du Mans en auto. C'est pas donné à tout le monde. Donc, ça veut dire, par exemple, donc on est à Mâcon, on est d'accord? Tout à fait. Voilà, en Saône-et-Loire, si je ne me trompe pas, dans le département, ça doit être quelque chose comme ça? Oui. C'est ça. Donc on est un peu au-dessus de Lyon. Quand on parle des 24 heures motonautiques à ces jeunes-là, de Rouen, ça leur évoque quelque chose? Quand ils ne connaissent pas, non.
quand on commence à leur expliquer, tout de suite, ça, voilà, les yeux commencent à s'ouvrir, ça commence à briller. Et puis ne serait-ce que déjà, quand on voit un bateau, ne serait-ce qu'un F4 en vrai, qu'on commence à s'asseoir dedans, et ouais, voilà, ça commence à faire briller les yeux. Et puis je pense qu'on n'y réalise pas forcément, mais quand ils arrivent sur le plan d'eau et que voilà, ils voient un peu comment ça se passe, là tout de suite, on change de registre. Donc voilà, on verra. Le mieux, ça serait de les interviewer finalement après les 24 heures pour leur demander en fait leur avis et leur ressenti. Alors on va faire un peu le point sur la course tout à l'heure, on parlait compétition. Avant ça, on va aller faire un petit tour, voilà justement comment ça se passe après maintenant 4 heures de course avec le Team Boat 99. C'est Antoine qui s'est apprêté à ça, il est au cœur des paddocks. C'est à toi Antoine. Alors Régis, cette fois-ci, on a voulu savoir comment ça vivait un team pendant les premières heures de cette course. Quelles étaient les émotions, les tensions, enfin exactement comment chacun, sa mission, etc. Et donc nous avons choisi un team qui ouvertement, historiquement est présent à chacune des éditions de ces 24 heures. C'est le team Navicart. Clairement, vous êtes très identifié de Dinard en Bretagne, Sébastien qui va nous parler effectivement de cette façon dont vous avez abordé cette édition. Pas facile au départ, il a fallu prendre sur soi sur ce départ reporté. Comment ça s'est passé ? Bah déjà, c'est vrai que le départ reporté, ça a stressé un petit peu toute l'équipe. On était déjà tendu ce matin pour le départ. Quand on a vu les conditions météorologiques, évidemment, on savait que le départ allait être décalé. Et l'organisation a bien fait de décaler parce que pour la sécurité des pilotes et pour les bateaux, il valait mieux décaler le départ afin d'éviter des accidents, des enfournements, de la casse et faire du spectacle. Pour faire du spectacle, avoir des risques, il fallait éviter ça. Donc ils ont bien fait de décaler le départ. Alors depuis quelques jours, on avait anticipé un petit peu sur ces conditions épouvantables. Est-ce que ça a nécessité de votre part, au niveau du team, des mécanos, des réglages particuliers ? Pas vraiment. Le plus dur à gérer, c'est le vent et la pluie. Bon, la pluie, ça se gère plus facilement que le vent. Le froid ici, donc on a des très beaux chapiteaux cette année au niveau des stands qui sont très larges. Donc nous, on apprécie beaucoup ce style de stand. Donc il nous manquait un petit peu de place derrière. On a pu rentrer la semi derrière, donc ça nous donne un confort pour les pilotes parce qu'on a nos couchettes dans notre semi. On a vraiment tout l'atelier. Au niveau de la préparation du bateau, on sait Rouen, voilà, on peut avoir un plan d'eau difficile. Depuis le temps qu'on pratique Rouen, on sait quelle hélice il faut mettre et tout ça. Donc non, ça ne nous a pas changé énormément. Voilà, là il y a un plan d'eau qui s'est durci là, depuis quelques heures. Donc il y a des consignes qui sont données aux pilotes en course et à celui qui va prendre le relais. En fin de compte, dans notre team, chacun pilote à sa main. On ne donne pas des objectifs au pilote, c'est le pilote qui, lui, il sent le bateau, il sent le plan d'eau, c'est sa lecture du plan d'eau. Nous, on parle de lecture de plan d'eau. S'il sent bien le plan d'eau, c'est lui qui va. C'est vraiment le pilote qui va choisir son rythme. C'est pas ni le team manager, ni le radioman qui va lui dire voilà, il faut que tu attaques. Le pilote, s'il sent le bateau, il y va à sa main. Et donc nous, c'est un peu notre règle prioritaire. Le fait que vous soyez chaque année sur toutes les éditions des 24 heures, ça veut dire que là-bas, à Dinard, il y a des partenaires qui vous suivent, qui vous sont fidèles ? Oui, on a des partenaires évidemment qui nous suivent. On a commencé Rouen, nous, en 2002. On est une jeune équipe par rapport à certaines équipes de Rouen, évidemment, mais on a commencé avec les classes 1 à l'époque, jusqu'en 2006. Et en 2006, donc, on est arrivé dans la catégorie classe 2. Et c'est vrai que dès la première année, on a fait nos preuves. On a gagné 2006, 2007, 2008, 2009. 2010, on perd et on gagne 2011, 2012. Enfin, on a 9 titres de champion du monde aujourd'hui. Donc, on a perdu que 3 championnats du monde depuis 2006. Donc, effectivement, on commence à bien connaître ce plan d'eau-là et on a des stratégies de course qui sont peut-être pas forcément comme les autres équipes. On est un peu différents et c'est vrai qu'on nous appelle les Bretons tout le temps, la ville de Dinard. Oui. On ne donnera pas les stratégies de course. Et comment a évolué justement les coques, les moteurs par rapport à cette expérience que vous avez sur 10, 15, 20 ans? Vous avez fait évoluer la technique? Vous restez fidèle à une coque, à un moteur?
Oui, effectivement, on a commencé avec une coque d'occasion qu'on avait achetée, une ancienne coque à Philippe de Certaines. On a fait 2 ans avec et une coque qui marchait bien. Et après, on est parti avec donc David Moore qui nous a fait une coque spéciale pour l'Optimax. On lui a demandé une coque facile à piloter avec des patins assez hauts. On voulait pas être les plus rapides sur l'eau, mais on voulait rester les 24 heures à l'eau. Et donc, on l'a fait plusieurs fois rester sur les 24 heures. Et depuis donc 2014, avec l'avenue de grosses équipes comme Abu Dhabi, les Russes et tout ça, où la vitesse sur l'eau a été beaucoup plus importante, parce qu'avant on prenait des pointes à 170 km/h et aujourd'hui on est sur des pointes à 200. Tout à l'heure j'étais sur l'eau, moi j'ai fait 207 km/h. Donc avec notre système de GPS. Donc effectivement c'est beaucoup plus rapide, on fait souffrir plus la mécanique. Donc c'est d'autres stratégies. Il faut retrouver une fiabilité tout en allant vite. Donc il faut savoir se retenir, il faut savoir aussi accélérer quand il faut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus difficile et il y a vraiment des grosses équipes. Aujourd'hui dans cette catégorie-là, tout le monde a ses chances. Là on est tous plus ou moins leaders. Il y a vraiment des grosses équipes. Et sur le plan humain, là il y a une harmonie, il y a des fois des tensions. Oui, il peut y avoir des tensions. J'en ai une tout à l'heure, moi à mon relais. On est une équipe soudée et tout, mais voilà, on a eu un petit souci d'huile moteur. Et donc je suis rentré au ravitaillement un petit peu plus tôt, 5 minutes plus tôt que prévu. Mais normalement l'équipe elle est prête 20 minutes avant. Et là ils n'étaient pas prêts, donc j'étais un petit peu en colère. Mais voilà, bon, après ça va se roder, on n'a pas perdu énormément de temps. Mais voilà, mais c'est des fois même des équipes qui sont habituées, on peut avoir des petites faiblesses ou des petites choses qui peuvent arriver. Voilà. Eh bien merci Sébastien, merci. Voilà. Et alors ce problème d'embase, oui, juste pour dire, tu veux le dire, il y a une épave, ça arrive effectivement, malheureusement, surtout dans ces conditions météo, ça génère peut-être plus de passages d'épaves et donc une embase qui a sauté. Oui, voilà, ouais, c'est ça. On a avec les grands coefficients de marée qu'on a ici, donc évidemment la mer, donc la Seine monte plus haut, récupère des épaves sur le bord de Seine et effectivement, au bout de à peine 3/4 d'heure de course, j'ai tapé donc une épave et on a cassé l'embase, donc qui nous a obligés de sortir et on a eu une perte de 20 minutes donc pour le changement d'embase. Donc là on est reparti, on va retrouver notre rythme, on va remonter petit à petit ou pas. Enfin voilà, la course elle est encore très longue et je pense que le bateau là il est bien, il est propre sur l'eau et tout, donc ça devrait aller. Voilà, c'était au cœur de la vie d'un team de ces 24 heures avec Sébastien du team Navicart de Dinard. Voilà, vous l'avez constaté, effectivement, bateau donc numéro 32 qui oscille entre la 9e et la 10e place après quasiment 3h30 de course. On va parler toujours avec Alexis Boissonnet, donc du département marketing du Maverick Racing. On a présenté l'équipe maintenant. On fait le point sur le début de course. Là, au moment où on se parle, à 21h20, vous êtes donc 22e. Dites-moi un petit peu, racontez-moi comment les choses se sont passées. Le début de course était plutôt bien et puis on a eu un souci de baisse de régime qu'on n'arrivait pas à expliquer et puis le bateau donc on l'a appuyé mais ça voilà, on était bloqué à 4000 tours et puis sur un enfournement on a fait remonter le bateau, on a essayé de chercher, on n'a pas trouvé, le bateau est reparti, c'était toujours le même problème, on l'a ressorti une deuxième fois et puis à force on a trouvé. Donc il est reparti et puis apparemment il tourne plutôt bien, donc tant mieux pourvu que ça dure. Alors justement on en parlait de tes jeunes pilotes, est-ce qu'il y en a un qui a été sur l'eau depuis le début? Tout à fait, là, il y avait Brice Borzotti qui doit avoir fini son relais et qui a dû passer le volant à Camille Brouchou. Donc les deux sont issus de la Maverick Academy et pour l'instant voilà, ils s'en sortent plutôt bien, donc on est très contents et on le sera encore plus si le but c'est qu'on finisse la course. Ça serait déjà exceptionnel. Oui, c'est en général ce qu'on entend des uns et des autres, c'est de finir, c'est la priorité absolue. Un mot sur justement, on parlait de l'ambiance tout à l'heure avec le team Navicart, raconte-moi comment ça se passe à l'intérieur. Tu as une moyenne d'âge quand même, j'imagine, très très basse. Oui, très jeune, mais ce qui est très agréable. Et puis surtout, on a Cédric qui est team manager, donc qui a toute son expérience. On a aussi Jean Vital quand il est là. Donc c'est voilà. Quand il entre, ça impressionne tout de suite. Hein.
Oui, Déjà, physiquement tout de suite. Voilà, déjà ça- c'est presque 2 mètres de hauteur. voilà, et puis c'est vrai que la plupart de nos pilotes sont pas très grands non plus, donc tout de suite ça fait une différence. Mais non, il y a une très très bonne ambiance, et puis quand il faut être là, il faut en donner un coup, tout le monde est là, et puis voilà, quand on peut se relâcher, on en profite. Avec ce décalage de départ, ces jeunes qui ne sont jamais partis, il a fallu les préparer, leur parler. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Après, c'est l'expérience de Cédric qui leur a déjà expliqué comment ça se passait, que les subtilités du plan d'eau, avant qu'ils le découvrent, qu'ils ont découvert après, effectivement, en effectuant le tour. Et puis voilà, après, on a beau expliquer, après, il faut vivre, il faut s'adapter. Et puis pour l'instant, ils le font très bien. Donc. Voilà. On croise les doigts. On croise les doigts. On sent bien à chaque fois. fois. La course est longue, donc. On sent bien un peu comment tout ça fonctionne. Allez, un petit mot. Retenez, voilà, parmi les leaders, bateau numéro 6 Abu Dhabi à l'instant. C'est un team qui est remonté. Aussi, souci d'embase, il y a quand même quelques dénominateurs communs sur les embases aujourd'hui. Allez, on vous l'avait promis, le team Boat 99. Antoine qui oscille d'étape en étape et de team en team. Raconte-nous comment ça s'est passé depuis le début de la course. C'est à toi, Antoine. Alors Régis, là on a vu que dans un team il y avait un petit peu urgence, il y avait un petit peu des tensions sur une avarie. On n'a pas trop compris ce qui se passait et on a bien senti qu'il ne fallait pas poser les questions à ce moment-là. Donc on a laissé le bateau repartir. Là il est reparti à l'eau et j'ai enfin pu rencontrer le président du Team Boat 99 qui va enfin peut-être prendre un petit peu de temps pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Quentin, tu es donc le président de ce Team Boat. En quelques mots, là on a senti qu'il y avait urgence. Ouais, il y avait urgence, donc Pierre, notre pilote, qui est aussi notre mécanicien, a enfourné dans Villetard, donc il a senti un léger souci sur le moteur, il a préféré se faire rentrer en remorque justement pour éviter tout problème d'abîmer le moteur. On a fait un contrôle du moteur, on a changé ce qu'il y avait besoin de changer, et là on va repartir, et puis là c'est Rudy qui va reprendre son relais là. C'est-à-dire qu'il a anticipé sur le fait que s'il continuait, il pouvait endommager davantage le moteur. Donc comme c'est une course longue, il a préféré rentrer. Ouais, on est mieux de perdre une 5-6 tours, peut-être 10 tours, que de perdre la course et puis de casser le moteur. Donc il a réfléchi intelligemment, on a réussi à faire ça. Le plan d'eau est très très dur, alors d'aujourd'hui c'est pas celui qui va le plus vite sur l'eau, c'est celui qui tient le plus longtemps. Donc on a un plan d'eau très difficile qui on pense va rester comme ça tout le week-end. Donc c'est un plan d'eau à dégâts. Alors enfourné, ça veut dire que clairement l'eau elle va s'engouffrer un peu partout. Ça peut être quoi les conséquences si on continue comme ça avec un bateau qui est enfourné? Donc les conséquences, si on est avec un bateau qui est enfourné, déjà on va avoir un bateau qui va être très lourd. Donc les conséquences c'est d'avaler de l'eau par le moteur, et comme on sait bien l'eau est incompressible, contrairement à l'essence qui va brûler dans le moteur. Et là on risque d'éclater le moteur grossièrement. Ça veut dire qu'un pilote, il doit avoir aussi la compétence de la mécanique moteur, puisque là c'est le cas. Il doit aussi avoir une maîtrise effectivement des conséquences d'une avarie. Il doit calculer ses risques et puis faire les bons choix au bon moment. Alors on a senti que à ce moment-là, quand il y avait cette urgence, on a senti que toute l'équipe était soudée. Toute l'équipe était soudée. Comme on a su entre guillemets ce qu'il avait avant par radio, chacun était prêt, chacun avait un poste bien déterminé, il ne devait pas toucher au poste de l'autre. Et on a réussi à tout remettre en œuvre pour repartir le plus vite possible. C'est essentiel cette communication permanente avec le pilote? Ce qui fait une bonne communication avec le pilote fait une bonne communication avec lui. Et puis ça fait le petit train va loin quoi en fait. Alors clairement vous étiez là en tête effectivement de votre classe 3, ça vous l'avez intégré de pouvoir effectivement être en tête d'une course, d'y aller, voilà, et en même temps qu'une avarie puisse intervenir, faut l'intégrer. C'est le jeu des 24 heures. C'est le jeu des 24 heures, on peut être aussi bien en tête comme au tour d'après, avoir cassé et tout perdre. Il y a la seule place où il faut être devant, c'est à la ligne d'arrivée. Voilà. Après, comment ça s'appelle, on a bien vu que... Moi je dis toujours que les 24 heures c'est pas nous qui les gagnons, c'est les autres qui les perdent. C'est parce qu'en fait c'est plein de petits faits de course qui vont faire qu'on va être plus rapide ou plus fort que d'autres. C'est pas le plus rapide qui gagne, c'est le plus régulier qui fait des ronds dans l'eau. Excellent. Merci Quentin, président du Team Boat 99, au cœur de la vie des teams une fois de plus. Merci. Merci Antoine, on est de retour. Alors il a bien fait parce que depuis ton interview, ils sont 3e donc, sur le classement des S3. Un concurrent quand même. Ah oui, mais on n'est pas encore au niveau là. Donc,
C'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que l'information du pilote, alors c'est là où effectivement les pilotes expérimentés entendent, savent un petit peu, c'est comme quand tu es dans une voiture un peu personnellement, on entend des bruits et puis là on s'inquiète. Les non expérimentés comme tu as dans ton équipe, c'est un peu le risque qu'on peut avoir? Oui, on essaye, surtout avec Cédric et Jean Vital, de défricher un peu le terrain, mais après c'est une expérience de pilote. Effectivement, comme il disait, il n'y a pas que le pilotage, il y a aussi une sensibilité mécanique, savoir comment réagit un moteur, savoir écouter un moteur, sentir son bateau, savoir comment il se comporte, et donc ça c'est des choses qui s'apprennent, et puis il n'y a pas forcément de manuel pour apprendre. Donc c'est là où on va dire l'expérience des anciens sert, et puis après c'est surtout faire son expérience. Et ça c'est un jeune pilote, ça reste un jeune pilote, et puis ils vont apprendre, ils vont progresser, et puis j'espère qu'on les verra sur les podiums dans les années à venir. À suivre, voilà. Merci donc Alexis Boissonnet du département marketing du Maverick Racing. C'est une école donc de formation et il paraît même qu'ils vont se développer un peu partout. Il va y avoir des petits... Oui, tout à fait. En fait, là, on a fait pour l'instant le premier team, c'est sur Mâcon, avec le soutien de la ville de Mâcon. Et il est prévu d'en faire un à Lyon et puis un à Évian. Et puis éventuellement de développer ça après ailleurs en France. Mais voilà, l'idée, ça serait que l'année prochaine, on arrive avec non pas un bateau, mais 3 bateaux, 3 équipages, et essayer d'avoir les 3 à l'arrivée. D'accord, voilà le projet donc du Maverick Racing dans les prochaines années. Voilà, il faut que ça se prenne au fur et à mesure et ça va monter, mais c'est très intéressant. C'est effectivement l'intérêt d'avoir de nouveaux pilotes au fur et à mesure. Voilà, on se retrouve très bientôt sur le Facebook Live. N'oubliez pas, vous pouvez d'ailleurs... Comme vous avez pu voir, on a des images, on a des commentaires qui ont été passés. Vous commentez, on passera toutes vos images au fur et à mesure. Bateau numéro 8, c'est un du trio de tête actuellement. Le Team Pégase. On se retrouve très bientôt. À tout de suite sur le Facebook. Voilà. Et sinon, éventuellement, rendez-vous sur le site Maverick Racing, www.maverickracing.fr, pour les infos sur la Maverick Academy, et puis éventuellement sur notre page Facebook, ou avec quelques lives et des rediffusions. Voilà, n'oubliez pas qu'il fait partie du département marketing. Voilà, on se retrouve très bientôt. Cette programmation musicale vous est proposée par l'agence événementielle Scorpion.